Alors, première partie, avant l'école, avant que l'école ne soit créée. Donc pour ça, tout d'abord, on a affaire à une éducation familiale qui est faite par ce qu'on appelle la matrona. La matrona, c'est la mère de famille. C'est celle c'est la femme du dominus, c'est celle qui donc dirige la maisonnée. Et c'est elle qui va donc éduquer les enfants jusqu'à leurs 7 ans. Notamment, elle va donc éduquer ce que l'on appelle les infants. Infants, c'est enfant. En latin, c'est celui qui ne parle pas, celui qui n'a pas la voix. In, négatif, fens, parlant, donc qui n'est pas parlant. Dans les familles les plus riches, à partir de 7 ans, les petits garçons, et uniquement les petits garçons, quittent ce que l'on appelle le gynécée, c'est-à-dire l'endroit où étaient éduqués les enfants jusque-là, c'est la pièce des femmes, et ils vont suivre leur père sur le forum pour aller voir la vie sociale et politique de Rome. On va prendre l'exemple de Rome ici. Ils vont donc assister aux réunions publiques, ils vont participer à cette vie politique de la cité, à travers donc les différentes rencontres et en suivant leur père au banquet. À 16 ans, l'éducation est terminée et donc ça va être un passage très important pour les jeunes garçons et les jeunes filles aussi d'ailleurs, mais surtout pour le jeune garçon qui va passer de la toge prétexte, donc la toga praetexta. C'était une toge blanche avec 2 bandes pourpres sur les côtés. Donc on passe de cette toge prétexte à la toge virile, la toga virila. Donc cette toge virile, c'est vraiment la toge de l'homme. C'est ce qui va faire passer le jeune garçon à l'âge adulte. Également, chaque petit Romain avait autour du cou une bulla, une bulle, une sorte d'amulette qui les protégeait contre tout, contre le mauvais sort, contre les mauvaises choses qui pouvaient leur arriver, et qui leur était donc donnée à la naissance. Et nous vont donc la quitter à 16 ans, au moment du passage à l'âge adulte. La jeune fille, elle, passe de la toge prétexte à la stola, qui est donc le vêtement féminin, donc la robe féminine romaine. Le but de cette éducation, très primitive, vous voyez, on y apprend très peu de choses en fait. Le but de cette éducation, c'est d'apprendre la virtus, la vertu romaine. La virtus, c'est être un bon patriote, être pieux envers les dieux, être un bon fils, un bon mari. Ce sont les choses les plus importantes pour le Romain avant que l'école ne soit créée. C'est ce qu'on apprend aux jeunes Romains et à la jeune Romaine, c'est la virtus. On a d'ailleurs des grands exemples de virtus romaines, que ce soit féminine ou masculine, de jeunes gens qui se donnent complètement pour la patrie, par exemple. Puis, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les Romains vont aller envahir la Grèce, et là, ils vont être complètement influencés par ce que les Grecs vont pouvoir faire. Ils vont se rendre compte que les Grecs ont créé des écoles fantastiques, que l'on appelle des lycées notamment. Donc, le lycée, c'est un endroit sur une colline où un rhéteur, un professeur, va venir enseigner. Aristote, par exemple, avait créé un lycée. Et donc, dans ce lycée, il enseignait tout ce qu'il connaissait. Les Romains, donc à la suite de ça, vont donc décider de créer la scola, ou alors la ludus, les deux noms apparaissent, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est assez tardif dans l'histoire romaine. Donc Rome va devenir de plus en plus grecque. D'ailleurs, on apprend à l'époque les 2 langues, et on parle les 2 langues sur le territoire de Rome. Les plus riches vont ainsi définir la nouvelle éducation à partir du modèle grec. Et on va se rendre compte que ce modèle est très très intéressant, notamment si on veut faire une carrière politique. Et ils vont donc ainsi adapter cette éducation grecque à la mode romaine. Les pédagogues grecs sont d'ailleurs accueillis à bras ouverts, on les attend, ils sont embauchés par les familles les plus riches. Et quand on a même beaucoup d'argent, on peut se permettre d'envoyer son enfant, son fils, en Grèce pour poursuivre l'éducation commencée à Rome. Ainsi, l'école va se transformer et on va aller donc vers ce qu'on appelle un modèle hellénistique, le modèle grec. Les traditionalistes romains ne voient pas cela d'un très très bon œil, je vous le dis tout de suite.
Ils ont peur que notamment on perde tout ce que la Virtus romaine pouvait apporter à la patrie. Alors, cette nouvelle école, on y vient. Alors je vais surtout parler de l'école pour les garçons, je reviendrai, je referai toute une partie sur les filles après, mais là admettons que l'on parle plutôt des garçons. Donc pour le jeune garçon, comme je vous disais, là rien ne change jusqu'à 7 ans. Le jeune garçon est avec sa mère, notamment sa mère et les esclaves féminines, dans le gynécée. Et déjà on lui apprend les bases faut qu'il grandisse, de 0 à 7 ans, faut déjà grandir. Et là, pour le jeune garçon et la jeune fille, c'est la même chose. Les enfants sont traités de la même manière. On va leur apprendre donc, toutes les bases de la politesse, les bases du respect et bien sûr de l'hygiène. Tous les trucs très classiques d'ailleurs que l'on vous apprend à vous aussi généralement dans ces âges-là. Même si vous allez à l'école maternelle, là, l'école maternelle, comme son nom l'indique, elle est faite par la mère. Et donc, c'est ici la maman qui prend ce rôle-là, la matrona. Une fois que les jeunes enfants ont 7 ans, ils vont donc aller à l'école. Là, filles et garçons vont à l'école. Alors, les filles des familles les plus modestes, malheureusement, ont peu accès à cette éducation-là. Mais sinon, filles et garçons vont aller à la Ludi Magister, donc l'école du maître. L'école du maître, c'est l'équivalent de notre école primaire. Elle est de 7 à 11 ans et on y apprend les bases de la lecture, de l'écriture et du calcul. C'est vraiment les bases. Les discipuli, les élèves, vont se retrouver sur le forum dans c'est pas des salles, c'est juste des grands voiles tendus qui permettent de délimiter un espace. Et ainsi, les élèves vont être assis sur des petites marches. Le professeur, lui, le magister, sera sur une cathèdra, donc une chaire surélevée, et il enseignera ainsi aux élèves la lecture, l'écriture et le calcul. L'écriture, ce sera... donc on apprend l'alphabet dans les deux sens, on apprend à lire l'alphabet, à connaître son alphabet dans les deux sens. Faut que ce soit des automatismes en fait de lecture et d'écriture. Pour l'écriture, on a notamment des petites tablettes de cire. Donc c'est un peu l'équivalent de notre ardoise Velleda, je dirais. Ce sont des petites tablettes avec de la cire, une fine couche de cire. Ça permettait d'écrire à l'intérieur avec un stylet. Et quand on avait terminé, il suffisait de lisser la cire et puis on recommençait, et ainsi de suite. Ça permettait par exemple le maître pouvait faire un modèle gravé dans la cire et ainsi le jeune garçon ou la jeune fille pouvait repasser avec son stylet sur le modèle jusqu'à ce que la main prenne l'automatisme et fasse ainsi les lettres. C'est un peu ce que vous avez fait à l'école primaire quand vous avez commencé à former les lettres en suivant le modèle de votre maîtresse ou de votre maître grâce à des lignes d'écriture notamment. Cette tablette de cire, on l'appelle la tabula et le stylet, on l'appelle le stylus, tout simplement. Les bases du calcul sont vraiment minimes. Pour nous, ce serait très compliqué de réapprendre à compter en latin, comme les Romains, parce que la base n'est pas du tout la même, dans le sens où ils ont une base 12, et nous on a une base 10, nous on va de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, eux elle est de 12 en 12, 12, 24, 36, 48, c'est pour ça d'ailleurs que nos journées font 24 heures, que tout est divisé en 12. Et en plus, ils ne connaissent pas le zéro. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit peu une difficulté pour nous qui avons toujours été habitués à compter à partir de 0. Et ça change pas mal de choses en mathématiques, mais bon, là, je suis pas assez calée pour vous en parler complètement. Alors, le magister est souvent quelqu'un de très, très sévère. L'éducation à Rome est une éducation rigide, où la discipline est de mise. Pour ça, le magister est autorisé, et même encouragé par les parents, à frapper les élèves avec ce que l'on appelle une férule. La férule, il y a 2 interprétations dans les textes. La férule, c'est une plante, donc on imagine que ça pouvait être des grandes tiges de cette plante dont on se servait comme une sorte de fouet sur les élèves. Mais on a aussi des exemples de férules où ce sont carrément des bâtons de bois avec un embout plat, comme une sorte de poêle, et on tapait les élèves avec pour les remettre dans le droit chemin et leur donner le goût d'apprendre. Donc heureusement pour vous et pour nous aussi, cette pratique a bien sûr disparu au fil du temps.
déjà dès l'époque romaine d'ailleurs, j'y reviendrai. Donc la férule, c'est une méthode, c'est véritablement une méthode qu'on demande aux enseignants d'appliquer, au magistère d'appliquer. D'ailleurs, les traditionalistes s'inquiètent quand, vers le 2e siècle après Jésus-Christ, la férule disparaît doucement et l'éducation devient une éducation beaucoup plus à l'écoute de l'élève et un peu moins dans le côté très rigide que l'on pouvait avoir jusque-là. Donc, voilà. Heureusement, très rapidement, les élèves romains vont avoir une éducation beaucoup plus douce. Alors ça, c'est la première partie, jusqu'à 11 ans. À 11 ans, donc là, les jeunes garçons vont, eux, poursuivre l'éducation et les jeunes filles vont, par contre, elles, retourner à la maison pour suivre une autre forme d'éducation. J'y reviens à la fin. Je continue avec les garçons. Le garçon, à 11 ans, va pouvoir aller chez le grammaticus. Alors pourquoi je dis pouvoir? Là encore, qu'est-ce qui va différencier les garçons? C'est l'argent. Les plus riches, les plus aisés vont pouvoir aller à l'école du grammaticus, alors que les autres vont souvent aller dans leur famille pour aider leur père dans les tâches que le père doit faire, suivant le métier de celui-ci. Donc les plus aisés, on part de ce principe-là, vont donc aller chez le grammaticus. Le grammaticus, comme son nom l'indique, il va enseigner quoi? Il va enseigner la grammaire, il va enseigner la langue, il va enseigner les lettres. Cette école, elle va de 11 à 16 ans, donc c'est vraiment l'école secondaire, l'équivalent un peu de notre lycée, sauf qu'on n'y fait pas de sciences du tout. Les sciences, elles sont réservées à des gens qui vont vraiment aller se spécialiser dans ce domaine-là, qui vont aller faire des mathématiques, qui vont aller faire de la physique, qui vont aller faire de la géométrie. Tout ça est réservé à une branche de jeunes gens qui vont se décider, après l'école du grammaticus, à apprendre ceci avec des maîtres bien particuliers. Mais il n'y a pas d'école pour les sciences. L'école du grammaticus, c'est vraiment une école où on va apprendre la littérature latine, et grecque d'ailleurs, dans son ensemble. Donc on va apprendre les grands poètes, Virgile notamment. On va y apprendre les grands dramaturges, souvent Terence, Plaute pour les œuvres latines. S'ajoutera à cela Sénèque plus tard dans les grands tragédiens. Et surtout, on va y apprendre ce qu'on appelle l'art oratoire, c'est-à-dire l'art d'écrire et de faire des discours, de déclamer des discours. Et là, pour cela, le grand maître, c'est Cicéron. On y apprend aussi les grands auteurs grecs, notamment Homère, avec l'Iliade et l'Odyssée, bien sûr. On reconnaît un bon citoyen latin, bien éduqué, s'il est capable de réciter Virgile par cœur. C'est un peu le must. Voilà, vous savez réciter Virgile, vous êtes super bien éduqué. Donc on y apprend aussi toute la grammaire latine, notamment on y apprend à bien décliner, bien conjuguer, tout ce qu'on vous apprend à vous aussi en français, eh bien eux le font en latin, ce qui leur permet de parler le latin vraiment de très haut niveau par rapport aux gens qui vont parler un latin plus oral et donc qui va être plus lâche concernant notamment les déclinaisons, les accords. Une fois qu'on a terminé ça, techniquement on a terminé son enseignement. On a 16 ans, c'est fini. On a ce passage, je vous rappelle, de la toge prétexte à la toge virile. Donc l'enseignement est terminé. À partir de ce moment-là, il y a deux choix qui s'offrent aux jeunes gens. Soit on va poursuivre l'éducation, soit on va aller du côté militaire, plutôt vers s'engager dans l'armée. Autre possibilité encore, on va suivre une éducation détournée en dehors des modèles de l'école. Donc je ne vais pas parler du militaire ni de ce nouveau modèle, je vais parler de la suite de l'école. Comment je fais après le grammaticus? Eh bien je vais chez l'école du rhéteur. L'école du rhéteur, le rhéteur c'est celui qui sait parler, celui qui sait faire des discours. Dans cette école, on va apprendre à écrire et déclamer des discours, on va apprendre à devenir avocat, concrètement, à devenir conférencier. Attention, l'avocat n'est pas celui qui va chercher les lois pour créer le discours. Non,
L'avocat, il prend tout le travail qui a été fait auparavant par les juristes et il fait son discours. Son travail à lui, c'est uniquement d'écrire, de créer le discours et de le déclamer ensuite. Pour aider l'avocat, on a une autre école qui est celle du Magister Juris, le maître juriste, le maître de droit. Et c'est dans cette école-là que l'on va apprendre le droit, et ça c'est grâce à Cicéron. C'est Cicéron qui va vraiment développer ces écoles et qui va donc permettre aux jeunes gens de véritablement apprendre les lois et de se servir de ces lois pour aider l'avocat à préparer son discours. Donc voilà, les avocats sont toujours accompagnés d'un juriste qui leur prépare tout le travail à l'époque. Soit on s'arrête là, généralement c'est la fin des études à ce moment-là, hein, le jeune garçon va travailler à partir de là, soit les familles les plus riches vont envoyer leurs enfants en Grèce pour continuer l'éducation. Donc là c'est plus rare, c'est vraiment pour les familles les plus aisées, et généralement on va y apprendre, c'est le moment où on va justement aller développer les mathématiques, les sciences d'une manière générale, au contact des grands pédagogues grecs. Petit fun fact, le tableau noir, ce que l'on appelle le Tibullus, apparaît au 1er siècle après Jésus-Christ dans les écoles romaines. Vous voyez que notre système est assez vieux, hein. Nous aussi on utilise, alors il est plus noir, le tableau il est blanc maintenant, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps on avait encore le tableau à craie qui vient donc du Tibullus romain. Bien, donc ça c'était pour les jeunes garçons. Maintenant les jeunes filles. Alors on l'a vu, jusqu'à 11 ans, elles vont, si c'est possible, elles vont donc à la Ludi Magister, à l'école du maître, et elles y apprennent les bases de lecture et d'écriture. Ensuite, elles sont mariées très jeunes, entre 12 et 14 ans à peu près. Donc vous voyez qu'il faut que tout se passe avant. Une fois que c'est terminé, une fois que cette éducation a été terminée, donc après l'école du maître, elles retournent à la maison et elles vont apprendre auprès de leur matrona et auprès des esclaves femmes de la maison. Elles vont y apprendre toutes les bases de ce que l'on appelle l'économie familiale, c'est-à-dire apprendre à gérer une maison. C'est elles qui sont réellement les dominas de la maison, donc il faut qu'elles sachent gérer cette maison. Il faut qu'elles sachent gérer les finances de la maison, il faut qu'elles sachent gérer un ensemble d'esclaves à l'intérieur de la maison, il faut qu'elles sachent gérer les stocks de la maison. Donc tout ça, on va leur apprendre au fur et à mesure dans cette suite d'éducation. On va leur apprendre donc à être de véritables économes familiales. Bien sûr, on leur apprend aussi à s'occuper d'un enfant. On a retrouvé des petites poupées qui ressemblaient à des bébés, qui permettaient visiblement à apprendre à la jeune fille à mettre une couche, par exemple, à emmailloter l'enfant, voilà, en fonction des différentes modes qu'il y a pu y avoir à Rome, on leur apprenait comment s'occuper d'un enfant en bas âge, et ensuite elles pouvaient ainsi reproduire le schéma sur leur propre enfant. Parce que le but de la femme romaine, c'est d'être une mère, hein, une épouse et une mère. C'est ce que l'on attend de la jeune fille à Rome. On leur apprend également à filer et à tisser la laine, afin de pouvoir faire des vêtements. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que c'est la plus grande occupation de Pénélope, hein, dans l'Odyssée d'Homère, qui tisse et défait sa toile tous les soirs, de manière à attendre Ulysse tranquillement. Et enfin, on leur apprend les bonnes mœurs romaines. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous, jeunes filles, à l'époque romaine ? Eh bien, on attend de vous que vous soyez polies, sages, que vous soyez modestes, pieuses, patientes, dociles, attentives, prudentes, retenues. Donc vous voyez qu'on attend de vous d'être une femme qui ne fait pas de bruit en fait. Vous êtes une jeune fille complètement dévouée à son mari. Vous passez d'ailleurs de l'autorité de votre père à l'autorité de votre mari. À aucun moment vous n'êtes indépendante à l'époque. Vous êtes toujours sous la férule d'un homme à ce moment-là. Tout cela, on le retrouve... comment on sait tout ça, hein, c'est pas moi qui l'invente. On retrouve des lettres, notamment on peut parler des lettres de Pline le Jeune,
où on a la description de la femme parfaite. Notamment, il fait part de cette femme parfaite en parlant de Minicia Marcella, qui était donc a priori une jeune fille de 13 ans, fantastique, mais morte trop jeune. Donc, à retenir, le jeune garçon a droit à une éducation poussée. L'école est une école publique, l'éducation est donc publique, elle commence à 7 ans et va jusqu'à 16 ans. Le jeune homme passe alors de la toge prétexte à la toge virile, et la jeune fille passe de la toge prétexte à la stola, qui était la grande robe, la robe des Romains. Et les deux vont quitter à ce moment-là la boula. Plus on est riche, plus on a une éducation poussée. Et plus on est riche, plus on peut alors atteindre des carrières, vous voyez, importantes, notamment les carrières politiques. Le vocabulaire à retenir, magister, c'est le maître, ludus ou scola, l'école, stylus et tibula, qui sont donc les deux outils importants du jeune élève, discipulus, l'élève, matrona, la mère de famille. Voilà pour les grands termes à retenir autour de l'école à Rome. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui sur l'éducation à Rome.